Place donc maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Étienne Girard. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Cet après-midi, vous êtes rédacteur en chef du service Société de l'Express et vous publiez, j'allais dire, l'enquête du moment aux éditions du Seuil, le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour. Je vais le montrer à la caméra devant moi pour ceux qui nous suivront donc sur YouTube. Étienne Girard, quelle est la clé pour comprendre le politique Éric Zemmour? Est-ce que cette nouvelle aventure lui offre finalement une revanche sociale? Vous insistez dans le livre sur un complexe de classe dont il souffrirait, lui qui est un enfant qui a grandi à Drancy et dans le très populaire 18e arrondissement de Paris. Oui, je pense que c'est une des clés, sinon la clé principale d'Éric Zemmour pour comprendre son parcours et son ambition forcenée sans limite. Effectivement, il a toujours rêvé de faire partie de cette élite française, de cette bourgeoisie française. Il vient pas de là, on l'a dit. Le 93, le 18e arrondissement. Il a le concours de Sciences Po, sa famille est folle de joie, mais il rate l'ENA. Et cette blessure, il va jamais cesser de vouloir finalement la sublimer. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, Éric Zemmour, il essaie de forcer la porte des élites françaises. Alors, il y est parvenu. Il fait partie de l'élite médiatique aujourd'hui. Exactement. Qu'on le veuille ou pas, c'est un personnage qui compte dans le paysage intellectuel français. C'est un des personnages principaux du paysage intellectuel français. Mais qu'est-ce qui lui manque alors? Ce qui lui manque, il lui manquera toujours, c'est d'être accepté par une élite culturelle, alors que lui décrit comme bobo bien pensante, mais qui a jamais considéré que Éric Zemmour était un véritable intellectuel, un véritable historien, que c'était quelqu'un qui était digne finalement d'être à leur table. Et aujourd'hui, je pense que c'est un ressort très fort, ce ressentiment, cette rancœur de sa démarche. C'est un peu montrer à ceux qui n'ont pas voulu de lui à leur table de quoi il est capable. Alors ça, c'est hors de toute idéologie. L'idéologie est évidemment importante, mais je pense que ce ressort profond, purement humain et purement social permet aussi d'expliquer le personnage Zemmour. Il en a déjà parlé à des proches. Oui, bien sûr. Moi, c'est ses proches qui me racontent cette obsession de faire partie des élites, qui me racontent son obsession des palaces, son ressentiment quand il a été refusé. D'ailleurs, il vous reçoit, pour l'entretien qu'il vous a accordé pendant 1 heure dans la terrasse du Lutetia avec une bouteille d'eau qui coûte assez cher. Donc 11 € la bouteille d'Évian. Oui, il a table ouverte au Lutetia, c'est-à-dire que c'est là où il donne tous ses rendez-vous importants. Il adore ce type d'endroit, les beaux hôtels, les grands endroits où tout est cher, qui lui font penser qu'il appartient à ce grand monde. Ce que me racontaient ses proches, c'est sa douleur quand il a été refusé, par exemple, du cercle interallié, pas loin d'ici d'ailleurs, qui est près de l'Élysée. C'est un cercle réservé à des diplomates, des personnages qui comptent à Paris, accessible uniquement sur parrainage. Alors il a pu en faire partie 6 mois, mais finalement on a jugé, parce qu'il parlait fort dans les vestiaires, qu'il en était pas digne. Et qui permet l'accès à un certain nombre d'équipements, d'infrastructures. Voilà, alors il faisait de la piscine, c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ il voulait en faire partie, c'est que c'est à côté de chez lui et que ça lui permet de faire sa piscine tous les jours dans un cadre extrêmement luxueux. Il a été viré, il est éjecté de ce club parce qu'il fait du prosélytisme, ou du moins qu'il parle politique dans les vestiaires. C'est mal perçu, et ça pour lui, c'est après l'ENA, c'est le nouvel affront, la nouvelle blessure. Il explique au président qui lui adresse tout son mépris et qu'il est écœuré de ce. Alors il traite même les membres de ce club de bourgeois de Vichy. Étienne Girard, vous soulignez également la longue hésitation ces derniers mois d'Éric Zemmour, et celle qui s'inquiète le plus d'une éventuelle carrière politique au plus haut sommet d'Éric Zemmour, c'est son épouse Mylène Chichportich. Pour quelle raison? Parce qu'Éric Zemmour, il avait trouvé dans ce train de vie un peu routinier, donc piscine tous les matins, tennis, toujours les mêmes émissions, une forme d'harmonie, une paix. Et une aisance matérielle? Une aisance matérielle très très importante, puisque il gagne vraiment plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois. On n'a pas le chiffre exact, mais ce sera aux alentours de 30 000 à 40 000 euros par mois. Donc ils vivent bien, les Zemmour. Ils ont 3 enfants qui font encore des études. Donc c'est important, cette stabilité. Son épouse, Mylène Chichportich, y était très fortement attachée. C'est pour ça qu'au début, quand cette idée a commencé à être dans l'air d'une candidature présidentielle, elle y était totalement opposée. Elle disait à tous ceux qui le poussaient, mais arrête de lui dire de se présenter à la présidentielle, il peut tout perdre.
mais finalement, le désir politique était plus fort, et Éric Zemmour va sans doute, je crois que là, on peut le dire, très très probablement se déclarer à la présidentielle. Le désir politique, l'esprit de revanche aussi peut-être, oui. Mais aussi un facteur X qui est probablement Sarah Knafo dans cette histoire. Vous racontez l'influence grandissante de cette jeune énarque dont le père est une bonne connaissance à l'origine d'Éric Zemmour, mais qui va l'aider finalement à franchir le pas, lui qui l'avait aidé à franchir le pas et à réussir après un premier échec, l'ENA. Cette relation est romanesque. Quand il se rend compte, Sarah Knafo a 13 ans, c'est la fille d'un ami d'Éric Zemmour, c'est lui qui lui fait réviser Sciences Po, l'ENA, il en fait sa protégée, celle qui doit réussir là où il a échoué. Et en fait, après, ça s'inverse. C'est-à-dire que c'est elle qui va l'aider, lui, à passer d'essayiste, de journaliste à succès, à homme politique. Et certaines personnalités disent, j'ai bu un verre où j'ai discuté avec Sarah Knafo et il y avait Éric Zemmour à côté. C'est pour la blague. T'as vu Zemmour récemment? Non, j'ai vu Sarah Knafo et il y avait Zemmour. Voilà, c'est un peu pour mettre l'accent sur l'emprise grandissante que Sarah Knafo a. Quel est le profil justement de Sarah Knafo dont on parle de plus en plus ces dernières semaines? Évidemment, vous en parlez dans votre livre, dans un certain nombre de journaux, notamment à la une de l'Express il y a 2 ou 3 semaines. Quel est son profil et puis ses réseaux elle-même qu'elle va mettre au service d'Éric Zemmour? Elle est haut fonctionnaire à la Cour des comptes, elle est sortie dans les grands corps de l'ENA. C'est quelqu'un qui idéologiquement pense exactement comme Éric Zemmour. C'est la première des Zemmouriennes. Elle a été abreuvée à la lecture de tous les essais d'Éric Zemmour. Elle l'admire beaucoup. Elle a un relationnel extrêmement facile, extrêmement puissant. Elle a un grand charisme. C'est quelqu'un de brillant, le cas de Zemmour, solaire. Le relationnel. Alors, c'est pas la même chose. Et justement, elle lui apporte ce qu'il n'a pas. Éric Zemmour, lui, il aime les déjeuners où il peut parler politique et avec des hommes qui comptent, avec des politiques, des essayistes, des intellectuels, où il va pousser son idéologie, mais il n'entretient pas de réseau. C'est-à-dire que lui, il fait son déjeuner et puis après, salut, au revoir, on se revoit dans 6 mois. Sarah Knafo, elle, c'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées. C'est une logisticienne. C'est-à-dire que elle va passer le déjeuner, elle va prendre le numéro, elle va tenir au courant, elle va organiser des rendez-vous fréquents. Elle fait tout ce travail de structuration, un peu comme une secrétaire générale de grande entreprise, tout ce que ne fait pas Éric Zemmour. Et c'est elle qui, en cela, rend possible, par l'émergence de ces réseaux Zemmour, la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Elle lui est extrêmement précieuse de par ça, de par cette opiniâtreté, ce culot aussi à contacter n'importe qui en lui disant mais tu voudrais pas faire partie de notre campagne. Elle contacte énormément de gens, elle connaît beaucoup de gens et voilà, c'est elle qui est à la manœuvre et qui construit les réseaux Zemmour beaucoup plus qu'Éric Zemmour lui-même, qui lui finalement il fait ses discours et puis c'est tout. Les réseaux justement, votre enquête permet de mieux comprendre quels sont les réseaux qui s'organisent progressivement autour d'Éric Zemmour et qui apparaît Éric Zemmour pour certains comme une forme d'homme providentiel. C'est notamment le cas dans les milieux catholiques issus de la Manif pour tous. Comment s'explique cette attraction réciproque, si je veux dire? Parce que c'est des orphelins politiques, la Manif pour tous. Ils étaient derrière François Fillon. François Fillon a perdu. On peut pas dire qu'il ait eu de successeurs au sein des Républicains importants. Et puis Marine Le Pen, ils y croient pas du tout parce qu'ils la jugent trop nulle, pour être clair, et même trop à gauche parfois. Faut se rappeler qu'elle a pas manifesté contre le mariage homosexuel, Marine Le Pen. Orphelins politiques, ils cherchaient leur poulain. Et puis Éric Zemmour, de par son aisance, de par aussi ses écrits dans ses 2 derniers livres, il fait quasiment une déclaration d'amour à la culture catholique de notre pays, à la culture millénaire de notre pays. Il devient un peu le candidat naturel ou espéré de ces milieux catholiques conservateurs. Malgré sa judaïté, parce que c'est pas un élément... Ça, c'est quelque chose de très intéressant important, et qui m'a beaucoup frappé. C'est que ça n'a pas du tout posé problème. Pour les milieux catholiques conservateurs actuels, le fait qu'Éric Zemmour soit juif, c'est finalement... C'est quelque chose d'anecdotique. Non, ça n'entre pas du tout en ligne de compte. Est-ce qu'il poursuit une sorte de processus d'assimilation classique chez les Israélites, ce qu'on appelait les Israélites au XIXe siècle, et qu'on retrouve aussi chez Zemmour? D'ailleurs, vous considérez que ça explique aussi peut-être son animosité à l'égard d'un certain nombre de musulmans? Oui, alors absolument. Je pense que quand on me demande comment il s'est radicalisé, je pense que c'est
tous les débats autour de l'intégration des musulmans en France qui l'ont beaucoup saisi, par exemple le débat sur le voile à l'école en 1989, ça le choque beaucoup. Et en fait, qui votait Mitterrand, c'est tout. Oui, exactement. Il a voté Mitterrand en 80-88, et ça le choque beaucoup qu'on puisse réclamer de porter le voile à l'école, parce qu'il dit: nous, les Juifs, on n'a jamais eu de telles revendications quand on est arrivé en France. On s'est assimilé, on a fait à Rome, faites comme les Romains. On a vraiment suivi ce précepte à la lettre, et il trouve pas ça normal qu'il y ait des interrogations qui sont un peu différentes du côté de la communauté musulmane. Et c'est ça qui va le durcir politiquement, le faire se rapprocher d'abord d'une droite républicaine, Séguin Pasqua, et puis peu à peu d'une droite plus identitaire, légitimiste voilà, qui correspond à ce qu'on appelait avant la droite légitimiste, c'est-à-dire qui aime dont les deux valeurs principales sont l'ordre et la tradition. Il va se rapprocher de ces milieux-là. Mais sa judéité, c'est intéressant parce que ça a été un sujet de brouille en fait au sein de sa famille. Alors pourquoi ? Globalement, ses parents ont la même approche que lui, hein. C'est eux qui lui ont inculqué ces valeurs d'assimilation. Mais par exemple, son père, lui, était sioniste, très attaché à Israël. Il a suivi les victoires militaires d'Israël. Il est toujours resté très attaché. Il comprenait pas, par exemple, qu'Éric Zemmour, à la radio, dans ses chroniques, lui, il considère que la capitale d'Israël, c'était Tel Aviv. Pour paraphraser parfois Israël, il disait Tel Aviv. Qu'il n'était pas sioniste il y a encore quelques jours sur le plateau d'I24. Ah oui, non mais bien sûr, à chaque fois qu'on lui demande, il explique: Israël, pour moi, ça ne m'évoque rien. Mon seul pays, c'est la France. Et ça, c'est une vraie nuance qu'il a eue, même au sein de sa famille, même avec son frère. Je vais vous dire, son frère... on peut parler de son frère. Oui, ils sont pas très proches. Mais son frère, qui a passé 6 mois en Israël il y a quelques années pour visiter sa famille, notamment de nombreuses cousines d'Éric Zemmour qui ont fait leur alia. Mais Éric Zemmour, là-dessus, il est en décalage avec sa famille et il pousse plus loin, si je puis dire, le processus d'assimilation. Cette question. Non, pas en rupture, parce que tout le monde est plutôt sur cette ligne d'assimilation dans sa famille, mais lui, il va plus loin, c'est-à-dire que vraiment, il a coupé tout lien, même avec Israël. Ce qui demeure, c'est finalement simplement le rite juif. Ça, oui, dans le privé, il continue à faire Shabbat et à se rendre à la synagogue. Quels sont les moyens financiers dont disposerait Éric Zemmour pour cette campagne ? Vous soulignez notamment le rôle joué par un certain Julien Madar. Qui est cette personne et surtout, quel rôle joue-t-elle dans l'organigramme officieux de la candidature Zemmour pour la présidentielle ? Alors, Julien Madar, c'est un entrepreneur, un serial entrepreneur qui investit dans beaucoup de domaines, les chaussures, la réservation de locaux, plutôt à succès. Ça marche bien, ses affaires. C'est une connaissance de Sarah Knafo. C'est elle qui lui a proposé de rejoindre la campagne. Il joue un peu un rôle de poisson pilote dans les milieux patronaux. Il connaît beaucoup de patrons. Donc lui, il organise des rendez-vous, tout simplement, entre Éric Zemmour et des grands patrons, ce qu'on appelle des rendez-vous de levée de fonds. Alors il y a un petit discours d'Éric Zemmour. Ensuite, il y a un moment buffet où chacun peut poser des questions, que ce soit devant tout le monde ou avoir un moment privé 5 minutes avec Éric Zemmour. Et le but, c'est de lever de l'argent. Donc il avait déjà joué un rôle dans la candidature d'Emmanuel Macron en 2017. Alors oui, légèrement plus faible, beaucoup plus anecdotique. Il faisait partie d'un des groupes de travail pour Emmanuel Macron, en 2017, avec certains représentants de l'entreprise McKinsey. Donc il a participé à quelques dîners, mais c'était un second couteau. Là, il est dans les premiers rôles de la campagne Zemmour, si je puis dire. C'est lui qui fait en sorte qu'il y ait quelques patrons qui versent jusqu'à 7 500 € à l'association des amis d'Éric Zemmour, ce qui est important. Alors on pourrait également passer quelques minutes sur le rôle d'un financier d'un autre genre, Charles Gave, qui est très proche, dont l'ancrage à l'extrême droite est assez clair, mais il nous reste très très peu de temps. Je voudrais terminer sur 2 choses. Premièrement, d'abord sur son programme, il en dit assez peu de choses finalement, à part quelques propositions choc, notamment sur les prénoms. Est-ce que son programme, s'il y a programme et s'il y a candidature, ce qui semble très probable maintenant, est-ce que son programme sera dominé par l'idée de préférence nationale ? Oui, absolument, ça a été théorisé et il dit c'est mon point fort, il faut que je parle que de ça. C'est-à-dire il faut que je parle simplement d'identité et d'immigration. Le reste des propositions
propositions seront reléguées au second plan. Donc il y aura cette proposition sur les prénoms, il y aura cette proposition sur la déchéance de nationalité des criminels et des délinquants, il y aura cette proposition sur l'interdiction des signes religieux dans l'espace public, et voilà, tout un tas de propositions vouées à durcir notre arsenal législatif sur ces questions d'identité, puisque, faut le rappeler, le péril vu par Éric Zemmour, c'est une France islamisée à l'horizon 2050. C'est ça qu'il veut empêcher. Votre livre est absolument passionnant, Étienne Gérard. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser. J'en termine simplement avec ça. Qu'est-ce qui pourrait empêcher finalement une candidature avec Zemmour? Est-ce que c'est les difficultés, en tout cas les possibles affaires dans ses relations avec un certain nombre de femmes révélées par Mediapart? Vous indiquez d'ailleurs qu'il a déjà une idée de la manière de répondre à ce type d'accusation. Oui, c'est de mettre les pieds dans le plat en expliquant que, oui, lui a une vision assez vieille école de la séduction, mais qu'il se serait jamais permis d'agresser qui que ce soit. Là, je crois que ça va être à peu près ça son axe de défense. Je pense pas que ça l'empêchera de se présenter, parce que son électorat est assez hermétique, c'est ce qu'on voit pour l'instant, à ce type de polémique. Et qui est largement masculin, par ailleurs. Alors, plutôt masculin, mais attention, 12% chez les femmes, c'est quand même 3 fois plus que Anne Hidalgo, par exemple. Donc on a beau dire qu'il est beau, qu'il y a une différentielle entre les hommes et les femmes, il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui qu'elles vont voter pour Éric Zemmour. Non, ce qui pourrait l'empêcher de se présenter, c'est quelque chose de totalement imprévu dans sa vie personnelle, qu'il ait plus envie, en fait, qu'il ait plus qui décide de lui-même, parce que c'est ça qu'on sait pas, en fait. C'est les polémiques, j'y crois peu. Ce qu'on ignore encore, c'est la solidité personnel du candidat à affronter des vagues de polémiques et par exemple des gens qui le lâchent dans son entourage. Est-ce qu'il saura affronter ça, ou est-ce que comme Benjamin Griveaux, voilà, c'est peut-être ça l'hypothèse qui pourrait l'empêcher, c'est quelque chose comme Benjamin Griveaux, c'est-à-dire que lui-même décide à un moment de plus supporter les polémiques et de se mettre lui-même en retrait. Parce qu'il n'a peut-être pas les épaules, et c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs, pour être politicien qui n'est pas... c'est un mystère. 63 ans, il l'a jamais fait, c'est quand même un métier. Est-ce qu'il sera capable de s'inventer dans ce nouveau rôle? Alors pour l'instant, il est très à l'aise, mais les heures les plus dures commencent et sont devant lui. Merci beaucoup, Étienne Gérard. Je rappelle le titre de votre passionnante enquête, Le Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour. C'est publié aux éditions du Seuil. On peut vous réécouter et vous revoir en vidéo sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt. Merci à vous, à bientôt.